Le festival Fierté Montréal est aujourd'hui le plus grand rassemblement en son genre à travers toute la francophonie. Ce festival organise à chaque année 7 jours d'activités culturelles tout en sensibilisant la population aux enjeux auxquels font face les communautés 2SLG BTQIA+. On rencontre le directeur de la programmation, Chris Gabonziza, et le directeur de la production et logistique, Jean-François Perrier, pour parler du festival Fierté Montréal 2022. Parlons d'abord ensemble de la programmation du festival Fierté Montréal avec le directeur de la programmation, Chris Gabonziza. Bonjour Chris. Bonjour. Pour sa 15e édition, le festival Fierté Montréal aura lieu du 1er au 7 août sur l'esplanade du Parc olympique, dans le village et au centre-ville. Sur le site fiertémtl.com, on y découvre une programmation vaste, riche et vibrante. Chris, quelles sont les grandes lignes de la programmation du festival Fierté Montréal 2022? Ben merci. Écoute, voilà, donc moi je suis dans ma première année en tant que directeur de la programmation. Donc quand j'ai pris le mandat, je voulais vraiment monter une programmation qui est vraiment inclusive et qui représente vraiment toutes nos communautés. C'est sûr que ce travail-là a été fait dans le passé, essayer d'être inclusif et tout ça, mais je voulais vraiment que quand on ouvre le pamphlet de cette programmation-là, dépendamment de qui on est, qu'on se retrouve là-dedans, qu'on trouve qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde, tu vois. C'est sûr que, on a vraiment essayé de représenter tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on va peut-être manquer, mais on a vraiment essayé d'avoir quelque chose pour tout le monde, surtout pour les gens de nos communautés. Ouais. Ben c'est excitant, ouais. Puis on va regarder ça de plus près. Ouais. C'est le retour à la normale post-pandémie. Des artistes de l'international rejoignent à nouveau la programmation du festival. Parlez-nous comment cette 15e édition sera marquée par la découverte d'artistes d'ici et d'ailleurs. Ouais. En fait, c'est une année assez spéciale parce que, comme tu dis, après 2 ans de pandémie, quand on a commencé à penser à la programmation pour cette année, il y avait encore beaucoup de choses qu'on savait pas où est-ce qu'on allait être au mois d'août. Tu sais, il y avait beaucoup de situations d'imprévus, tu sais. Donc on retourne en présentiel, on savait pas si les mesures sanitaires allaient encore être compliquées ou whatever. Fait on a essayé de faire une programmation qui est un peu COVID conscious, si tu veux, là. Fait qu'on a vraiment mis beaucoup de focus sur, on a fait comme une espèce de pourcentage, genre 75% d'artistes d'ici, comme ça, tu sais, c'est beaucoup plus facile à dealer avec du backlash, tu sais, avec, tu sais, mettons, des annulations de vol, des cas de Covid et tout ça. Mais on s'est quand même gardé un petit, comme 15% d'artistes internationaux. Donc voilà, puis c'est aussi, non seulement il y avait ça, mais il y a aussi le fait qu'on change de site, on s'en va vers le Parc olympique. Fait que c'est quand même un gros move. Et c'est immense, le Parc olympique. Fait qu'il faut l'habiller, il faut faire une programmation qui va faire que, même si on va avoir pas le même flot de touristes et d'artistes internationaux, mais qu'il y ait quand même, juste pour vraiment essayer d'inspirer les gens à venir à nos activités, à nos activations. Mais c'est aussi d'introduire ce nouveau site aux gens d'ici, tu sais, les alliés. C'est pour ça que si tu regardes, par exemple, comme les shows comme E-Mix, il y a vraiment d'artistes, c'est vraiment un mix de tout, tu sais, à la claire ensemble, c'est des choses comme ça que je pense que les gens vont être un peu surpris de voir ce genre de profil-là dans notre programmation, mais c'est une manière de vraiment ouvrir les portes et faire en sorte que les gens locaux, les gens d'ici viennent vraiment découvrir le site pour nous.
Fait que c'est une année assez spéciale dans ce sens-là, puis on se croise les doigts, puis on espère que ça va bien aller. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ouais. Oui, oui, tout Ouais. à fait. Donc, vous avez gardé le même, disons, la même sélection au choix que pendant la pandémie. C'est vraiment une majorité d'artistes qui sont d'ici, Ouais, québécois, montréalais, absolument. encore une fois cette année, Ouais, en 2022. c'est ça. Et vous avez parlé du spectacle IMIX. Justement, je voulais vous demander, y a-t-il un spectacle en particulier que vous voulez souligner à travers cette énorme programmation? Ouais. Est-ce que c'est IMIX ou Hum, un autre spectacle? ben, je sais pas. Je veux dire, ça dépend de jour, là. Des fois, des fois, je me dis, ah, ça va peut-être être mon show favori, c'est peut-être le show d'ouverture avec Diane Dufresne et Pierre Coinderas. Puis d'autres jours, je vais dire Remix, d'autres jours, je vais dire Drag Superstar, whatever. Fait que c'est un peu comme des enfants, tu sais pas lequel est ton favori, dépendamment du jour. Mais pour des gens d'ici, pour vrai, le show E-Mix, je pense, c'est quand même, je pense que c'est la première fois qu'on fait un gros show de cette envergure-là, parce que ça va être avec le house band de Belleba, c'est le show télé Belleba. Fait Oui. que ça va, c'est Cœur de pirate, Dominique Fils-Aimé, Corneille, puis tu sais, on les met avec des artistes de la relève d'ici de nos communautés. Fait que c'est vraiment la première fois qu'on fait un gros show comme ça. Fait que ça, je pense, ça va être vraiment cool. Il y a aussi le show Succession qui va se passer en même temps que Drag Superstar jeudi. C'est un nouveau show aussi qu'on a cette année, mais c'est vraiment pour souligner des artistes de nos communautés et même des alliés en fait qui sont comme plus vraiment la relève, mais c'est comme the next big thing un peu si tu veux là. Ça aussi, je pense, ça va être très bien avec Back X Wash, Anacnit, qui est une artiste to spirit, puis Claudia Buvette, que je pense que tout le monde connaît. Fait que ça, je pense, ça va être un super bon show aussi. Puis voilà, donc je veux dire, je pense que tous les shows vont être nice, mais ces trois-là en particulier, je pense que ça va être très cool. Ouais. Donc, IMIX, Succession Et le show d'ouverture, excuse-moi, et le show le 3 d'ouverture. avec Diane Dufresne. Parce que c'est dans ma tête, je me dis Diane Dufresne qui est comme une espèce de legacy act que nos communautés ont toujours aimé, c'est vraiment intergénérationnel. Puis avec un artiste comme Pierre Coinderas, qui est une artiste BIPOC, qui fait un peu une musique un peu plus contemporaine, avec des influences africaines, parce que c'est une artiste qui vient d'Afrique. Ça va faire vraiment c'est un drôle de mix, mais c'est un mix qui marche. Fait que je pense que pour le show d'ouverture, ça va être vraiment très nice. Tout Ouais. à fait. Je pense que ça représente la programmation Exact. inclusive. Ouais. Puis si on continue dans la même thématique, le festival présente aussi plusieurs conférences. Selon la programmation, le thème en lumière, c'est les personnes féminines. Y a-t-il une conférence en particulier que vous voulez nous parler? C'est sûr on aurait aimé couvrir tous les sujets qui touchent nos communautés, mais on peut pas faire ça. Mais rapidement, donc c'est ça, on a 4 conférences. On a une conférence qui s'appelle Cutie BIPOC Love and Relationship. La deuxième conférence, ça s'appelle Comment intégrer les artistes queer dans l'industrie de la musique. La troisième conférence s'appelle Movers and Shakers, femmes queer d'influence. Oui. Ça, c'est celle de samedi, parce qu'en fait, samedi, on a un show qui s'appelle Féminix. On a vraiment comme articulé pour célébrer la femme queer, les femmes queer de nos communautés. Puis cette conférence-là, c'est ça. C'est vraiment on voulait comme rassembler certains profils de la communauté lesbienne pour parler un peu de la place, des enjeux et de la contribution de la femme queer dans la société québécoise at large. Fait que ça va être toutes ces femmes-là qui viennent de différents secteurs de la société québécoise qui vont un peu parler des enjeux. C'est comme tout ça, et puis je pense que ça va être vraiment très intéressant. Et la dernière conférence, c'est sur la communauté asexuelle. Je pense que la communauté asexuelle, même nous, dans l'espèce de umbrella 2S LGBTQIA+, il y a beaucoup de choses qui sont pas connues pour cette communauté-là. C'est le A Le A, dans voilà. le...
C'est ça. dans Puis il y a le- beaucoup de gens qui pensent que le A, c'est allié, mais non, c'est en fait asexuel. Et donc, ça va être des discussions qui vont porter aussi un peu là-dessus pour essayer de faire découvrir les gens aussi un peu ce monde-là. Fait que c'est les 4 conférences qu'on va avoir au Hayat vendredi et samedi. Excellent. Donc, on ne peut pas ne pas parler de l'événement phare de Fierté Montréal. C'est le flamboyant défilé. On utilise le mot flamboyant souvent. Donc, qui s'étire sur plusieurs kilomètres au centre-ville, qui attire des centaines de groupes et des centaines de milliers de spectateurs. Ça va être le dimanche 7 août à 13 heures. Donc, c'est sûr qu'on aimerait que vous nous disiez, si quelqu'un n'a pas assisté encore au défilé de fierté, quelle est la raison qu'on devrait assister au défilé? Encore, écoute, ça va être flamboyant, comme tu dis. Mais c'est aussi surtout parce on a pris beaucoup de décisions, parce qu'on veut vraiment un défilé qui est green, qui est responsable. Fait que ça, c'est déjà... Parce que l'année passée, on a eu plutôt... C'était un marche. Puis on a eu un très bon feedback de nos communautés par rapport à ça. Les gens voulaient qu'on retourne à la formule marche. Mais malheureusement, on est obligé de faire une parade parce que bon, on a des commanditaires et tout ça, fait que c'est une manière aussi de... Fait qu'on va essayer de faire un peu les deux, puis ça va vraiment être très très cool. Je veux pas vous révéler tout de suite ce qui va être là, fait qu'il faut que les monde viennent voir, mais ça va être vraiment quelque chose de spectaculaire à voir. Donc, c'est définitivement découvrir le Absolument, défilé, absolument. entre autres. Ouais. Et finalement, il y a les journées communautaires, c'est le 5 et 6 août. Si vous pouvez juste nous dire pourquoi avoir des journées communautaires dans le festival. Les journées communautaires, c'est aussi une manière des organismes communautaires aussi de comme avoir une espèce de plateforme, comme une espèce de stage qui viennent un peu parler de leurs organisations, qu'est-ce qu'ils font. C'est aussi souvent une occasion pour ramasser des dons, de se rencontrer, et vraiment comme avec des kiosques et tout ça sur la rue Sainte-Catherine. Fait que c'est juste une manière de célébrer, de partager l'information. Puis ça tombe sur les 2 jours avec les conférences, parce qu'on voulait vraiment mettre ça tout ensemble pour qu'il y ait comme une belle circulation des gens de nos communautés. Bien, parfait. Puis pour terminer, pouvez-vous lancer une invitation à tous qui nous écoutent pour participer au Festival Fierté Montréal? Oui, bien sûr. Bon, ben, on vous invite tous de venir fêter la fierté avec nous cette année. On vous promet, il va y avoir des très très belles surprises. Ça va être coloré, ça va être le fun, ça va être inclusif. Il va y avoir de tout, fait que venez célébrer avec nous. Voilà. Merci, Chris. Merci à vous. Pour connaître l'histoire du Festival Fierté Montréal, on reçoit Jean-François Perrier, directeur de production et logistique. Bonjour Jean-François. Allô, comment ça va? Ça va très bien. Oui, super. Vous êtes parmi les fondateurs de Fierté Montréal? Ouais. J'étais là depuis que Fierté Montréal existe, là, en 2007, membre du conseil d'administration. Donc, on a été la petite équipe qui a pris en charge la première Fierté de 2007 suite au désistement de diversité qui l'organisait depuis 1993. Donc, il faut savoir que Diversité organisait le festival, le défilé, et en 2007, ils ont décidé de juste se concentrer sur le volet culturel et spectacle. Mais essentiellement, une fierté, c'est une marche, c'est un défilé. Et là, c'était comme inconcevable qu'il n'y ait pas de défilé en 2007. Là. Et rapidement, il y a un petit groupe qui s'est formé, dont j'en suis fait partie, pour organiser en 8 semaines, minimalement, une marche, un défilé et une petite journée communautaire. Donc, à la base, on avait les 2 ingrédients essentiels pour avoir une fierté qui était plus modeste que ce que Diversité avait quand même fait au cours des années précédentes. Donc, on recommençait un petit peu, là, il nous passait le bâton pour qu'on puisse organiser la fierté. Et depuis ce temps-là, ben, 2007 à aujourd'hui, 2022, c'est redevenu quand même un événement d'une bonne ampleur.
Puis en fait, on a plusieurs organismes qui, au cours des années, ont pris en charge un peu la fierté. La fierté ne nous appartient pas, là, on nous prête la fierté puis on l'organise. Mais si on recule dans le temps, là, la toute première là, à Montréal, c'est 1979. Alors, on parle de 52 personnes qui ont marché. En 1979, je me rappelle, pas que je me rappelle, mais c'était pour souligner le 10e anniversaire des événements de Stonewall Inn qui se sont produits à New York. Il y a eu une descente policière, il y a eu une émeute. Et là, à Montréal, John Banks, qu'on aime bien toujours, a eu l'idée de souligner le 10e anniversaire du Stonewall Inn à Montréal en faisant une première marche de la fierté. Bien justement, si on regarde, je vais me référer aussi au premier défilé en 79 que vous avez mentionné. Donc, si depuis les 4 décennies là, qui ont suivi ce défilé-là, quels sont selon vous les points saillants du mouvement LGBTQ+. Bien, on part de loin, évidemment, hein, parce que à la base, le fait de créer une marche de la fierté, c'était en réponse à des violences policières, à des descentes qui avaient choqué les communautés. Donc, des gens se sont dit, ben là, nous, il faut s'affirmer, il faut se rendre visible, il faut se regrouper, il faut affirmer qu'on n'a pas honte, mais qu'on est fier. Donc, voilà. Donc, c'est parti d'un mouvement de mobilisation pour sensibiliser vraiment les gens, de faire évoluer les droits de la personne parce que le Québec a été un peu précurseur là, au niveau des droits de la personne, qui a reconnu comme discrimination en 1977 l'orientation sexuelle. Donc, on était une des premières juridictions en Amérique du Nord à le faire. Mais donc, toutes les fiertés dans le monde participent à une évolution de leur société pour changer les mentalités, pour que les droits de la personne soient reconnus, que les gens aient les mêmes droits que tout le monde. Alors, on est parti de ça dans les années 70, de revendications, de cesser les violences policières, de reconnaître qui on est, de reconnaître ça dans les chartes, à faire évoluer les mentalités. Et 40 ans plus tard, c'était un peu ça la question, ben, au Québec, on est une société très ouverte. Je crois que la sensibilisation a fonctionné. On a maintenant l'égalité juridique. Hein, ultimement, c'était que les conjoints de même sexe puissent se marier. Donc, ça existe non pas à l'échelle juste du Québec, mais de tout le Canada. Et plusieurs autres pays ont emboîté le pas. Donc, l'égalité juridique est atteinte. Et c'est tant mieux. Et la fierté est là pour souligner les avancées aussi positives, de fêter ce qui a été réalisé. Puis, il y a toujours, et ça restera probablement toujours, le fait qu'une fierté a toujours sa raison d'être, même aujourd'hui, parce qu'on veut quand même sensibiliser les gens de ces réalités-là, de la diversité sexuelle et de genre. Il y aura toujours des nouvelles générations, il y aura toujours des plus jeunes qui vont découvrir leur identité, leur orientation sexuelle, qui vont se penser seuls au monde, puis qu'en même temps, ben là, la fierté va arriver, puis ils sont pas seuls au monde, puis ça participe à leur acceptation aussi, puis que la société soit très ouverte. C'est tout ça que la fierté amène, là, depuis les années 70 à aujourd'hui. Il y a eu une énorme évolution. Aujourd'hui, si l'égalité juridique existe, mais on marche toujours aussi pour les autres. Dans le reste du monde, c'est pas pareil. Chaque société évolue à son rythme. Puis il y a des pays encore où les droits LGBTQ+ sont pas reconnus. Donc, on marche un peu pour les autres aussi. On tend la main aux autres communautés. On a fait venir à Montréal, durant la Fierté Montréal, des gens de Serbie, de Lettonie, du Kenya, en tant que coprésident d'honneur pour qu'ils voient un peu comment ça se passe ici, pour tendre la main avec... On est allé les voir aussi, échanger. Donc, on marche malgré tout pour le reste du monde, où ça évolue tranquillement, chacun à son rythme, puis des fois, ça prend une génération. Ben, c'est ça, hein, 40 ans, les années 70 à aujourd'hui. C'est ça, et
Aujourd'hui, si on vient aujourd'hui, le directeur général de Fierté Montréal, Ouais. Simon Gamache, indique qu'aujourd'hui, nous signalons une fierté actuelle, ambitieuse et rassembleuse. Ouais. Et Jean-François, si on allie tout ce que vous venez de dire, le contexte social actuel, l'équité pour tous aujourd'hui, Ouais. et aussi si on amène l'acronyme 2S LGBTQIA+. Je sais que c'est peut-être plusieurs parties là, à ma question, mais comment pouvez-vous expliquer cette évolution qu'on voit aujourd'hui? Puis peut-être l'acronyme, si vous êtes d'accord, représente cet élargissement vers cette inclusion plus large. Donc peut-être juste nous dire 2S LGBTQIA+, qu'est-ce que ça signifie? Ouais, c'est toujours surprenant, puis c'est même au sein des communautés de SLGBTQ+, IA+, l'évolution de ça, parce que il y a plusieurs identités qui existent, il y a plusieurs reconnaissances à faire, c'est pas juste gay, lesbienne. Alors, on a, au cours des années, aussi intégré les revendications de la communauté trans, 2S pour Two Spirit pour bispirituel, donc pour les communautés autochtones qui le vivent différemment. Alors, c'est tout des identités qui, au cours des années, se sont plus manifestées, qui existaient probablement toujours, mais qu'on veut davantage reconnaître et faire connaître à la population en général. Donc, on est beaucoup plus sensible à ça au sein de Fierté Montréal depuis, je sais pas, depuis 2016, je dirais. Il y a eu plus une conscientisation. On avait des gens qui venaient ici travailler au bureau pour qu'on mette de l'avant différentes revendications, différents aspects plus niches peut-être là, que gays et lesbiennes, là, mais qui ont aussi leur importance. Donc, ça fait partie de nos réflexions quand on programme la fierté dans la programmation pour aller vers tous les clientèles et être le plus inclusif possible, d'où tous. Oui. En fait, j'ai envie de revenir sur la question par rapport à une fierté actuelle, ambitieuse et rassembleuse. Je suis vraiment curieuse de vous entendre. Comment est-ce que Fierté Montréal a évolué depuis sa création pour vraiment être connecté avec le contexte sociétal, dans le sens qu'aujourd'hui, il y a des communautés queer et trans, comme vous avez dit, noirs, autochtones, immigrants. Donc, comment est-ce que vous avez évolué pour vraiment faire en sorte que toutes ces communautés-là soient représentées? Ben, le mot est le bon, là. C'est une évolution, c'est une prise de conscience, je dirais, là, qui était très réelle au sein de Fierté Montréal, parce que j'y suis depuis un bon moment. Par rapport à ce que j'ai vécu à partir de 2007-2008, il y en avait moins de diversité, la diversité était moins évidente et on est quand même resté à l'écoute et on a senti émerger ces besoins-là de chacune de ces communautés-là. Et à partir de ce moment-là, ben, on se dit, nous, dans la programmation, on va tendre la main à toutes les communautés. D'ailleurs, on fait toujours un appel de projet envers toutes les communautés de Montréal pour qu'elles puissent inscrire des idées ou des projets dans notre programmation qui répondent spécifiquement à leurs souhaits. Donc, au-delà de la grande programmation de spectacles, par exemple, à l'Esplanade du Parc olympique, il y a plusieurs projets. L'année passée, il y en avait 33. Cette année, il y en a encore un peu plus qui se greffent à ça, pas juste durant la semaine de la fierté, mais déjà depuis juin et un petit peu après, on a une contribution financière qu'on offre aussi au groupe pour qu'ils puissent faire quelque chose envers chacune de nos diversités. Et par rapport aux alliés qui sont juste, qui veulent appuyer le mouvement Fierté Montréal, quelle est leur place, la place que vous leur offrez au sein
de Fierté Montréal, du Festival Fierté Oui, Montréal? oui, oui, oui. Bien, leur place est à deux niveaux, là. D'une part, je dirais même au sein même de l'organisation, là. Euh, Tous les gens qui travaillent ou qui sont bénévoles autour pour livrer le festival proviennent de différents horizons et sont alliés. Alliés, on sous-entend souvent en fait de la communauté hétérosexuelle, donc elle fait partie de notre équipe, donc il y a une diversité à ce niveau-là. Puis évidemment, on souhaite toujours, tout le monde est absolument bienvenu au festival. Euh, D'une part, puis on le voit, là, on le voit par exemple au défilé. Tous les gens qui viennent assister au défilé proviennent de tellement de communautés différentes. Bien sûr, 2S, LGBTQIA+, mais des alliés. Parce qu'on les voit. Puis les alliés viennent avec leur famille aussi. Bon, il y a les familles LGBTQ+, mais il y a aussi les familles des alliés. On voit les enfants. Donc, c'est devenu une belle activité familiale, une belle activité de sensibilisation envers les enfants. Et ça, c'est une grosse évolution parce que si on recule dans les grands premiers défilés des années 80 ou 90, où ce qui était souvent mis de l'avant au niveau des médias, c'était toujours un peu le fait que on osait plus pas la nudité, mais d'être un peu plus sexy dans les défilés. C'était toujours cet aspect-là qui ressortait. Ah oui, on sait, les défilés de la communauté, c'est très osé, c'est... Mais on n'est plus là. On n'est plus là parce que c'est plus ça qui ressort dans les journaux. Comme je l'explique, là, tout le monde vient, les alliés viennent, les familles viennent. Et c'est beaucoup les enjeux de droits humains. On est tellement contents qui vont être mis de l'avant dans les médias suite au défilé ou durant toute la semaine de la fierté. Et là, puis bravo pour les médias parce qu'ils vont effectivement aller voir quelles sont toute cette diversité qui existe et quels sont les enjeux droits humains en lien avec ça, qui sont toutes ces communautés-là. Et c'est plus juste ce que c'était plus à l'époque. Merci, Jean-François. Bien, on vous attend en grand nombre. On a hâte de vous voir. À ne pas manquer. Merci. Les spectacles et activités du festival Fierté Montréal auront lieu du 1er au 7 août sur l'esplanade du Parc olympique ainsi que dans le village et au centre-ville. Consultez le site web de Fierté Montréal pour connaître l'horaire des spectacles gratuits, des panels, les journées communautaires et le défilé et restez à l'affût sur TCF TV pour plus d'informations. Bonne fierté!